Chapitre 1. La maison qui écoutait. L'orage est arrivé sans prévenir, une de ces tempêtes soudaines qui semblent te surgir du silence même qu'elles brisent. La pluie fouettait les hautes fenêtres de Greystone Manor, une majestueuse demeure au bord des falaises du Devonshire, où un groupe d'invités triés sur le volet s'était réuni pour un week-end de détente exclusif. La mer rugissait en contrebas, invisible dans l'obscurité, tandis que les vieilles poutres de la maison craquaient comme si elles entretenaient une conversation tendue avec le vent. À l'intérieur, chaleur et raffinement dominaient le chaos extérieur. Le salon brillait de bougies, de plats d'argent et du murmure discret des conversations. Au centre de l'attention se trouvait Lady Beatrice Lytton, une veuve aisée et à la présence imposante, dont le regard pénétrant ne laissait planer aucun doute. Elle recevait ce week-end pour célébrer les fiançailles de sa nièce, mademoiselle Clara Lytton, avec monsieur Henry Vail, un jeune homme charmant et ambitieux, aux origines incertaines. Autour d'elle, les autres invités formaient un tableau empreint de privilèges et de tensions courtoises. Il y avait le docteur Lionel Cray, dont la douceur ne pouvait dissimuler l'ombre des dettes qui le hantaient. Mademoiselle Edith Gable, la secrétaire, efficace, invisible, mais d'une vigilance proche du dévouement. Le major Alton Briggs, le soldat dont le silence était plus éloquent que les mots. Et madame Agatha Vail, la mère veuve d'Henry, dont les mains gantées tremblaient légèrement lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Le dîner était formel, impeccable et légèrement maladroit. Sous les rires, un non-dit subsistait. Le sourire de Clara vacilla lorsque son fiancé s'adressa à sa tante avec trop d'affection. La fourchette du major racla trop fort son assiette lorsque le médecin mentionna un certain nom. Madame Lydia Harrow, murmurant comme si les syllabes elles-mêmes représentaient un danger. Dehors, la pluie se transforma en grêle, martelant avec insistance les vitres, comme si elle cherchait à rejoindre la compagnie à l'intérieur. Il était presque minuit lorsque la maison est devenue sombre. Un cri unique perça la tempête, aigu, bref et terriblement humain. Puis le silence, non pas le silence du calme, mais une sorte d'attente, tendue et attentive, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Lorsque le courant fut rétabli quelques minutes plus tard, les invités trouvèrent Lady Beatrice Lytton, allongée près de la cheminée de la bibliothèque. Son corps était anormalement tordu, les yeux grands ouverts. À son poignet, un bracelet de perles brisées s'était répandu comme des larmes gelées sur le tapis. L'horloge sur la cheminée tic-taquait sereinement et indifféremment. L'inspecteur local, appelé du village voisin de Merton-on-Sea, arriva 1 heure plus tard. Énergique et efficace, il conclut rapidement à ce qu'il croyait évident, une chute, peut-être causée par un évanouissement ou la peur. Mais la maison murmurait des choses différentes. Ce cri avait été entendu, et une légère odeur de jasmin flottait près du corps, une odeur qu'aucun des présents ne prétendait porter. À l'aube, l'orage était passé, mais la maison était encore en proie à l'agitation. Les invités, pâles après une nuit blanche, se rassemblèrent dans la salle à manger, où le petit déjeuner était resté intact. Les yeux de Clara étaient gonflés par les pleurs. Henry Vail se tenait dans l'ombre. Madame Vail serrait sa tasse de thé avec des doigts tremblants. Mademoiselle Gable s'occupait de paperasse qui n'avait plus d'importance, et l'aîné, debout à l'écart, les observait tous avec le regard méfiant d'un homme habitué au danger. C'est alors que le majordome entra, l'air soulagé et respectueux. « Monsieur » annonça-t-il doucement à l'inspecteur, « Monsieur Hercule Poirot est arrivé. » Toutes les têtes se tournèrent, et par la porte apparut un petit homme impeccable, à la moustache impeccable, un chapeau melon sous le bras, et un regard qui ne laissait rien passer. Il s'inclina courtoisement, d'un ton amical mais autoritaire. « Messieurs et mesdames,
dit Poirot d'un accent délicat comme la porcelaine. On m'a informé qu'une tragédie s'est produite. Ne parlons pas si vite d'accident. La vérité, comme vous le voyez, se cache souvent dans le moindre désordre. Son regard se porta sur le bracelet brisé, puis sur l'âtre, où de faibles traces de cendre avaient tout récemment été remuées. Poirot sourit faiblement. « L'ordre et le chaos, murmura-t-il. L'un masque l'autre, mais nous allons bientôt savoir lequel est lequel. » La pièce semblait à nouveau retenir son souffle, comme pendant la nuit. Attente, écoute, car dans le silence entre deux cris, l'enquête d'Hercule Poirot avait commencé. Chapitre 2 : Les ombres du foyer. Le matin suivant la mort de Lady Béatrice débuta dans un silence si surnaturel que même les vagues sous Greystone Manor semblaient suivre le rythme. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel délavé. Mais à l'intérieur de la maison, chaque couloir restait plongé dans la pénombre. Les rideaux étaient tirés, les voix étouffées et les pas hésitants, comme si le son même pouvait perturber quelque chose de fragile et de caché. Poirot avait demandé que personne ne quitte les lieux jusqu'à nouvel ordre. Son attitude était parfaitement courtoise, mais il ne laissait place à aucune résistance. Même l'inspecteur local, un homme corpulent nommé d'ailleurs, adepte des conclusions rapides, fut contraint de s'effacer d'un geste réticent. La réputation de Poirot le précédait, et dans le silence de la grande maison, l'autorité avait discrètement changé de main. Ils déjeunèrent en silence. Poirot mangea avec parcimonie, un seul œuf à la coque et une tartine, chaque geste étant ordonné et réfléchi. Face à lui, l'inspecteur d'ailleurs était assis, bien plus appétissant. « Chute accidentelle », murmura d'ailleurs entre deux bouchées. Cette dame avait environ 70 ans, elle était petite et avait le cœur fragile. La peur sur la moquette sombre et glissante. Ça lui va bien. Poirot s'essuya les lèvres avec une serviette. « Oui, mon ami, elles me vont bien, comme toutes les chaussures si un peu d'inconfort ne te dérange pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui me pince. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Le cri, » dit doucement Poirot. « Une femme de 70 ans ne crie pas comme ça quand elle trébuche. Ce n'était pas la peur de tomber, mais la peur de quelque chose qu'elle avait vu avant de tomber. » Le commentaire flottait dans l'air, comme la faible odeur de bois brûlé qui imprégnait encore la bibliothèque. Poirot se leva et fit un geste poli. « On y va ?» Ils retournèrent natât sur les lieux du drame. La bibliothèque, même en plein jour, conservait une intimité pesante. Des grains de poussière tourbillonnaient à travers d'étroits raies de lumière, et les lourds rideaux laissaient encore paraître les traces d'humidité de l'orage. Le corps de Lady Béatrice avait été enlevé des heures auparavant, mais sa présence persistait, une tension d'ordre perturbée. Poirot se déplaçait lentement et avec précision, examinant non pas les grands détails, mais les petits désordres. « Les perles », murmura-t-elle en s'accroupissant près du tapis. « Regardez comme elles sont éparpillées, ce n'est pas comme si elles étaient tombées au hasard, mais comme si le bracelet s'était cassé en plein mouvement, peut-être en essayant de ramasser quelque chose. » D'ailleurs se pencha pour regarder. Il s'est peut-être accroché au bord de la cheminée en tombant. « Ah, peut-être, mais regarde mon ami, c'est son poignet droit qui portait le bracelet, et il est couché sur le côté gauche, qu'il soit cassé comme ça. » Poirot pencha la tête. « Non, il ne chante pas en harmonie. » Il regarda de nouveau la cheminée. Les cendres étaient en dette opale, fraîchement attisées, bien qu'aucun feu n'ait été allumé depuis l'après-midi. Poirot se pencha et, avec son mouchoir de poche, souleva un petit morceau de papier, carbonisé sur le bord, mais pas entièrement consumé. On pouvait y lire quelque chose. « Ne peut être pardonné. » Le détective plissa les yeux, intéressé. « Aveu ou accusation ? On verra. Mais quelqu'un a voulu que ces mots disparaissent. Et pourtant, comme toujours, il ne faut pas sous-estimer l'obstination de la vérité. » Avant que Dyer puisse répondre, la porte grinça.
Mademoiselle Edith Gable, la secrétaire, se tenait dans l'embrasure, pâle. « Monsieur Poirot, les autres sont réunis au salon, comme vous l'avez demandé. » Poirot inclina la tête. « Merci, mademoiselle, vous êtes très efficace. Et vous... travaillez-vous dans cette maison depuis longtemps ?»« 5 ans, monsieur. Lady Béatrice a été très gentille avec moi. » Son regard se porta sur la cheminée avant de la baisser. Elle avait des habitudes. Chaque soir, avant de se coucher, elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais. « Ah !» dit doucement Poirot. « Les lettres sont dangereuses, mademoiselle. Elles servent de témoins silencieux. » Dans le salon, les invités attendaient avec plus ou moins de sérénité. Clara Lytton, les yeux rougis par les larmes, était assise à côté d'Henry Vail, dont la main réconfortante reposait possessivement sur son bras. Le major Briggs se tenait près de la cheminée, la posture rigide et la mâchoire serrée. Madame Val, impeccable malgré son deuil, fixait sa tasse de thé, comme si elle contenait une réponse. Poirot entra avec la sérénité d'un homme contemplant une scène sur laquelle tous les acteurs ont déjà pris place. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, j'apprécie votre patience. Avant de parler de ce qui s'est passé, j'aimerais que chacun de vous me dise où il se trouvait au moment de la tragédie. » Les histoires arrivaient une à une, fragiles et répétées. Clara prit la parole la première, la voix tremblante. « J'étais montée dans ma chambre tôt, vers 11 heures. Je lisais quand j'ai entendu les lumières s'éteindre, puis le cri. J'ai couru dans le couloir, mais quand je suis arrivée à la bibliothèque, tante Béatrice était déjà partie. » Henry Vail ajouta doucement. « J'étais dans le bureau, en train d'examiner des documents pour Lady Béatrice. Elle devait en discuter avec moi le lendemain matin. Des investissements, vous comprenez? Quand il y a eu une panne de courant, je suis parti immédiatement. Clara peut confirmer que j'étais derrière elle dans le couloir. » Poirot hocha la tête, mais ne dit rien. Le major Briggs prit ensuite la parole d'une voix rauque. « Dans le fumoir. L'orage m'a empêché de dormir. J'ai entendu quelque chose de lourd tomber, puis le cri. Quand je suis arrivé à la bibliothèque, la fille et Vail étaient déjà là. La garde du docteur Cray touchait à sa fin. J'étais dans mon cabinet à prendre des notes. Je suis descendu précipitamment avec les autres, c'était trop tard. » Ses mains jouaient avec la chaîne de sa montre de poche. Lady Béatrice était impuissante. Le regard de Poirot parcourut tous les visages, s'arrêtant brièvement sur Madame Val, qui n'avait rien dit. « Et vous, madame ?»« Je ne me sentais pas bien, » dit-il doucement. « Je me suis couché tôt. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce que le vacarme me réveille. Mon fils est venu me chercher, c'est tout. » Poirot inclina légèrement la tête. « En effet, il dort profondément, madame. » Le doux commentaire résonna faiblement dans la pièce. Poirot joignit prudemment les mains derrière son dos. « Il y a autre chose, » dit-il. « Quelqu'un a-t-il remarqué une odeur dans l'air qui était, comment dire, inattendue ?» Mademoiselle Gable hocha la tête avec hésitation. « Oui, monsieur, Jasmine. Lady Béatrice ne l'a jamais portée. »« Moi non plus, » dit rapidement Madame Vail. « Mon fils non plus. Je déteste ça. » Poirot esquissa un léger sourire. Ah, mais quelqu'un ne l'a pas détesté. Quelqu'un l'a porté et, ce faisant, a laissé une signature bien plus distinctive que l'encre ou les mots. Un silence suivit. Puis Poirot se tourna vers Dyer. « Inspecteur, veillez à ce que personne ne quitte la maison. Tant que je n'aurai pas reparlé à Mademoiselle Gable et examiné les papiers de Lady Béatrice, je dois considérer ceci non pas comme un accident, mais comme meurtre. » La salle s'emplit de halètements. Clara serra le bras d'Henry, la voix brisée. « Un meurtre? Mais qui... pourquoi quelqu'un... » Poirot leva la main pour demander le silence. « C'est cela, mademoiselle, que nous devons découvrir. En ces matières, les motivations sont comme des miroirs. Elles ne révèlent que ce que l'on choisit de voir. Mais je vous assure qu'avant la fin de la journée, je trouverai le reflet qui dit la vérité.
Il s'inclina légèrement et se retira, laissant derrière lui un silence encore plus profond qu'avant. Dehors, la mer s'écrasait à nouveau contre les falaises, comme si elle répétait ses paroles. Et dans la grande bibliothèque du manoir Greystone, les cendres de l'âtre s'agitaient faiblement, murmurant des secrets uniquement à Hercule Poirot. Chapitre 3. L'odeur du mensonge. En milieu d'après-midi, le manoir Greystone semblait plongé dans une obscurité qui refusait de se dissiper. Un épais brouillard marin planait sur les falaises, comme si la nature elle-même cherchait à dissimuler la maison et tous ses secrets. Hercule Poirot, toujours méticuleux, avait transformé le bureau de feu Lady Béatrice en son poste de commandement temporaire. Papiers, lettres et registres étaient disposés sur le bureau dans un alignement géométrique parfait, un ordre qui le rassurait, même face à la tempête de tromperie qui grondait autour de lui. Il était maintenant assis devant une petite liasse de correspondance de Lady Béatrice, ses mains gantées, tournant chaque page avec révérence. L'inspecteur d'ailleurs se tenait à proximité, les bras croisés, l'air sceptique. « Pensez-vous trouver le meurtrier caché dans ces lettres, monsieur Poirot ? On écrit toutes sortes d'absurdités aux vieilles dames de fortunées. »« Mais non, mon ami, » répondit Poirot sans lever les yeux. « On écrit à eux-mêmes. Lorsqu'ils écrivent à des lettres, ils ne révèlent plus pas des bêtises, mais la vérité qu'ils veulent qu'audace cacher. » Il brandissait une enveloppe, datée de 2 jours avant sa mort. L'écriture était nette et penchée, à l'encre violette. La lettre commençait simplement. « Chère Lady Béatrice, je n'oublierai jamais notre dernière conversation. Si vous persistez dans cette voie, la ruine viendra, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vous prétendez aimer. » La signature avait été arrachée. Poirot le mit de côté, fronçant les sourcils. Un ultimatum peut-être, ou une supplication, mais voyez-vous, c'est écrit sur le même papier que celui de Lady Béatrice. Quelqu'un dans cette maison, je crois. D'ailleurs se pencha en avant. « Tu parles d'un des invités ?» Poirot hocha la tête. « Exactement. Le danger dans un cercle fermé, mon ami, c'est qu'on ne peut échapper à son propre reflet. » On frappa à la porte. Mademoiselle Edith Gable entra avec un plateau de thé, l'air plus serein que ce matin-là. Monsieur Poirot, l'avocat de Lady Béatrice, a envoyé un message. Il viendra demain pour discuter du testament. Il a dit qu'elle l'avait récemment examiné. Les yeux de Poirot pétillèrent d'intérêt. « Des révisions, mademoiselle ? Ah, comme c'est curieux que la mort frappe si souvent ceux qui se montrent généreux ou cruels. » Mademoiselle Gable hésita, regardant d'ailleurs. Lady Béatrice a parlé du testament hier soir au dîner. Elle avait l'intention de modifier certaines dispositions concernant mademoiselle Clara. D'ailleurs, fronça les sourcils. « De quelle manière ?»« Je ne peux pas le dire, monsieur. Il m'a juste dit qu'il avait pris une décision qui pourrait ne pas être bien accueillie par tout le monde. » Poirot inclina la tête. « Merci, mademoiselle. Cela m'a été très utile. Une dernière question, si vous me le permettez. Bien sûr, l'odeur du jasmin, elle était faible, n'est-ce pas, mais distinctive. » Elle hocha la tête. « Oui, il était resté dans la pièce longtemps après notre départ. » L'expression de Poirot s'adoucit, presque tendre. « Tu portes du parfum, par hasard ?»« Non, monsieur. Lady Béatrice n'aimait pas ce genre de choses. » Elle sourit faiblement. « Ah, une femme qui appréciait la pureté de l'air, et peut-être la pureté de la conscience. » Elle retourna à son bureau, et mademoiselle Gable, sentant son congédiement, s'excusa silencieusement. Dès que la porte se referma, d'ailleurs poussa un profond soupir. Parfum, testament, lettres, tout cela me semble un ramassis d'absurdités. Un simple voleur l'expliquerait mieux. Hélas, elle a surpris quelqu'un en train de voler. Ils ont paniqué, et elle est tombée. La voix de Poirot était douce, mais ferme. Un voleur qui écrit des avertissements, brûle des lettres, et laisse derrière lui une odeur si délicate qu'elle persiste pendant des heures. Non, ma chère, ce n'est pas un crime ordinaire, c'est du théâtre.
Une pièce soigneusement mise en scène par quelqu'un qui connaît son public. Il se leva, ajusta ses menottes et désigna le couloir. « Venez, parlons à Madame Val. Il y a une tension entre elle et la maison qui est discordante. » Ils trouvèrent Madame Val assise dans la serre. La lumière qui filtrait à travers les vitres était froide et impitoyable. Elle était impeccablement vêtue de soie noire, même si les rides sous ses yeux trahissaient une nuit blanche. Lorsque Poirot s'approcha, elle ne se leva pas, mais le regarda avec une expression fatiguée et sereine. « Monsieur Poirot, dit-il, je suppose que vous voudrez me redemander où j'étais hier soir. Je vous l'ai dit, je dormais. » Poirot inclina la tête. « Bien sûr. Mais voyez-vous, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Où vous étiez, madame, comme dans ce que tu craignais. » Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. « Peur ? » « Oui. La peur, madame, laisse son parfum, bien différent de celui du jasmin, mais non moins persistant. Dites-moi, aviez-vous des raisons de croire que Lady Béatrice pourrait faire du mal à votre fils ?» Le sang-froid de Madame Val fut rompu un instant. Elle lui avait parlé cruellement, oui. Elle désapprouvait le mariage. Elle disait que Clara était naïve et qu'Otto Henry était trop ambitieux. Mais un meurtre, je n'arrive pas à y croire. Elle s'interrompit, tremblante. « Croyez-vous que mon fils soit capable d'un tel mal ?» Poirot leva la main pour calmer la foule. « Je pense que cette émotion à elle seule est une visiteuse dangereuse, madame. Elle arrive sans qu'on l'ait invitée et persiste jusqu'à ce que le mal soit fait. » En partant, Dyer murmura « Vous perdez votre temps avec la sentimentalité. Le fiancé est le plus évident. Il gagnerait tout si Lady Béatrice quittait la jeune fille. »« Peut-être, » dit doucement Poirot, « mais le meurtrier évident est comme un cadeau enveloppé dans du papier glacé. Il inspire une admiration trop facile. Il y a toujours quelque chose de plus petit et de plus subtil caché en dessous. » La nuit tomba tôt, et la maison sombra à nouveau dans un étrange silence. Poirot dînait seul, dans la petite salle à manger, son esprit se transformant en un théâtre de pièces en mouvement. Les dernières heures de Lady Béatrice se rejouaient dans ses pensées, les lumières qui s'éteignaient, le cri, les perles, le papier qui brûlait. Cela ne peut pas être pardonné. Cette phrase le hantait. Le pardon implique la trahison. La trahison implique l'intimité. Il se leva, incapable de se reposer, et emporta sa lanterne dans le couloir. L'air y était plus frais, avec de légères traces de pierres humides et de sel marin. En passant devant la bibliothèque, un léger bruit parvint à ses oreilles, un léger grincement, celui d'un tiroir qui se referme. Poirot poussa la porte. Miss Gable se tenait près du bureau, le visage spectral dans la lumière de la lanterne. « Monsieur Poirot, vous m'avez fait peur. Je voulais juste... Je pensais que les lettres de Lady Béatrice méritaient d'être protégées. » Poirot s'approcha, le regard serein mais ferme. « À minuit, mademoiselle ?» Elle hésita. « Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit qu'il valait mieux ranger la chambre. » Ses yeux se posèrent sur le tiroir qu'elle venait de fermer. Et pourtant, l'instinct de rangement n'affecte généralement pas ceux qui ont peur du noir. À moins, peut-être, qu'ils aient quelque chose à ranger. Loin. Un instant, le silence s'abattit sur eux. Puis il se redressa avec une dignité sereine. « Si vous me soupçonnez, monsieur Poirot, vous vous trompez. J'ai servi Lady Béatrice avec fidélité. » Poirot hocha la tête presque tendrement. « Je ne me doute de rien, mademoiselle. Avisée, je remarque que tu es une femme qui garde des secrets, peut-être pas les siens, mais ceux des autres. Fais attention, car les secrets, comme les mythes, détruisent le tissu même qui les enveloppe. » Il la laissa là, pâle et tremblante, et retourna dans sa chambre. Dehors, le vent était revenu, murmurant contre les fenêtres comme un cadavre agité. Poirot posa la lanterne, joignit les mains et murmura « On ne peut pas pardonner.
Non, non, ce n'était pas une vengeance née de la haine. C'était un amour replié sur lui-même. Il regarda à nouveau le morceau de papier carbonisé et sourit légèrement. « Demain, dit-il doucement, on verra quelle conscience sent le jasmin. » Chapitre 4. Le murmure derrière la porte. Le lendemain matin, pâle et discret, une faible lumière grise filtrait à travers le brouillard qui s'accrochait obstinément au manoir Greystone. Les vagues en contrebas résonnaient plus fort que jamais, avec un rythme rauque et irrégulier, comme les battements de cœur de la maison elle-même. Hercule Poirot se leva tôt, comme à son habitude, et passa une demi-heure à arranger méticuleusement sa tenue, avant de descendre le grand escalier. Il commençait toujours la journée dans un ordre parfait, car pour lui, le désordre était le terreau fertile du mensonge. L'air était lourd d'une tension sourde. Quelque part dans le couloir, une horloge sonna 9 heures. Une faible odeur de café et de bois ciré s'échappait de la salle à manger, où les autres convives étaient assis en compagnie mal à l'aise. Poirot entra, s'inclinant courtoisement devant les visages figés et pâles, tels des figures sur un tableau dont les contours commençaient à s'estomper. « Bonne nuit, mes amis, » dit-il doucement. « J'espère que vous avez bien dormi. » Personne ne répondit. Clara Lytton, encore en deuil, avait le visage abattu. Henry Vail semblait calme, mais trop calme. Sa posture était travaillée, sa voix mesurée en saluant le détective. Le docteur Cray évitait le regard de tous, remuant son thé avec une concentration excessive. Le major mangeait avec l'indifférence d'un soldat, tandis que l'expression de Madame Val restait celle d'un dédain discret, comme si l'enquête elle-même était indigne de sa dignité. Poirot était assis en bout de table, à côté de l'inspecteur Dyer, qui semblait fatigué et impatient. « Je suppose qu'il n'y aura pas de progrès du jour au lendemain ?» murmura Dyer. Poirot esquissa un léger sourire. « Le progrès, mon cher inspecteur, est comme la digestion, lent, invisible, mais absolument nécessaire. Dites-moi, le rapport du coroner est-il arrivé? Tôt ce matin, Lady Béatrice est morte sur le coup d'une fracture du cou. Cependant, il n'y a aucun signe d'empoisonnement ni de blessure externe. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Instantané, oui, mais pas immédiat. Il y a eu une lutte avant la chute, j'en suis sûr. » D'ailleurs soupira. « Tu ne peux pas le prouver. » Poirot s'essuya délicatement les lèvres avec une serviette. « Pas encore. Mais on ne prouve rien sans avoir d'abord compris le cœur. » Il se leva brusquement et se tourna vers les autres. « Si vous le voulez bien, j'aimerais parler brièvement à chacun d'entre vous une fois de plus, en tête-à-tête. » Les entretiens reprirent un à un dans le bureau de Lady Béatrice, où l'ordre méticuleux de Poirot était resté intact. La brume marine pressait légèrement les vitres, et le tic-tac régulier de l'horloge emplissait chaque silence. Clara arriva la première, la douleur intense mais complexe. Elle s'assit au bord de sa chaise, tordant un mouchoir sur ses genoux. « Mademoiselle, » commença doucement Poirot, « vous aimiez votre tante, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » murmura-t-il. « C'est elle qui m'a élevé, mais elle pouvait être dure, autoritaire. Elle ne voulait pas que j'épouse Henri. Elle disait que je n'étais pas assez bien. »« Ah, » murmura Poirot, « et pourtant, il a persisté. » Clara leva brusquement les yeux. « Parce que je l'aime. Il disait que l'amour était un luxe pour les imbéciles, mais il avait tort. Elle était toujours si froide, jusqu'à récemment. Ces dernières semaines, elle semblait effrayée. Elle m'a confié un jour qu'elle avait un secret, qu'elle avait fait une erreur il y a des années. Mais elle n'a plus rien dit. » L'expression de Poirot s'adoucit. « Les secrets projettent une ombre immense, mademoiselle, et ceux qui les gardent oublient parfois où cette ombre se pose. » Alors qu'elle partait, Henry Vail entra. Il était serein, élégant même, bien que sous sa courtoisie raffinée se cachait une certaine impatience. « Votre fiancée est une jeune femme très pieuse, » dit doucement Poirot. « Vous la défendez avec beaucoup d'éloquence. » Henry sourit légèrement.
Oui, Clara est d'une loyauté sans faille. J'aurais seulement aimé que Lady Béatrice partage sa foi. Peut-être que tu t'es disputé avec elle? Ce n'était pas vraiment une dispute. Il s'inquiétait de mes finances, de mes perspectives. Je lui avais demandé un petit prêt il y a quelques mois. Il a refusé. Son ton s'assombrit. Il aimait me rappeler ma place dans le monde. Je crois qu'il craignait que j'épouse Clara pour sa fortune. Poirot pencha la tête. « Et cette accusation vous a blessé, monsieur ?» Henri hésita. « Cela ne ferait de mal à personne. » Il rit amèrement. « Je n'ai peut-être pas ta richesse, mais j'ai ma fierté. » Poirot ne dit rien de plus. Il l'observa simplement avec ses yeux fixes et vigilants, qui voyaient bien plus qu'ils ne révélaient. Le major Briggs arriva ensuite, avec la raideur d'un homme en service permanent. Ses manières étaient directes, ses réponses tranchantes. « Je connaissais Lady Béatrice depuis avant la guerre, dit-il. Une femme bien, quoique fière. Elle m'a prêté de l'argent une fois, il y a 5 ans, pour m'aider à monter une entreprise. Je la remboursai par versements échelonnés. » Poirot se pencha en avant. « Y a-t-il eu un désaccord concernant cette dette ?» Briggs se tortilla, mal à l'aise. « Pas vraiment. Il m'a demandé le reste plus tôt que prévu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Il n'a pas aimé. »« En effet, » dit Poirot à voix basse. « Et vous avez mis de l'eau de Cologne hier soir, mon capitaine. » Le major cligna des yeux. « Colonie? Non, jamais. Il est trop exigeant. » Les yeux de Poirot brillèrent. Un trait admirable chez un soldat, mais peut-être moins chez un meurtrier, peut-être. Briggs fronça les sourcils. « Tu m'accuses ?»« Pas encore, » dit Poirot. « Mais peut-être qu'un jour j'accuserai tout le monde. » Une fois les interrogatoires terminés, le détective marcha seul dans le couloir, l'esprit rempli de fragments, jasmin, lettres, dettes, fierté et peur. Quelque part dans ce tissu de mensonges, un fil dénoua le reste. Il s'arrêta devant la porte de la bibliothèque. Elle était fermée depuis la nuit du meurtre. Mais, étrangement, elle était maintenant entr'ouverte. Poirot entra. L'air y était plus frais, et une légère odeur de charbon persistait. Il s'approcha de la cheminée, où les cendres étaient encore agitées, et son regard perçant aperçut quelque chose qui scintillait dans la poussière grise. Une petite broche en or. Il la ramassa délicatement avec un mouchoir. C'était un objet décoratif, en forme de petites fleurs, et il exhalait un léger parfum sec, du jasmin. Poirot sourit légèrement. Voilà. Mais avant qu'il puisse l'examiner plus en détail, un bruit provenant du couloir attira son attention. Des voix douces, celles de mademoiselle Gable et de madame Val. Poirot resta immobile dans l'embrasure de la porte, à l'écoute. « Tu n'aurais rien dû dire ?» murmura madame Val. « Tu veux nous détruire tous les deux ?»« Je ne lui ai pas dit tous, » chuchota Miss Gable. « Mais il est malin. Il le découvrira bientôt. Vous savez de quoi Lady Béatrice a menacé. »« Baisse la voix !» s'exclama madame Val, perdant son sang-froid. « S'il la prend !» Ses pas s'estompèrent dans le couloir. Poirot réapparut dans la lumière, les yeux brillants. « Ah !» murmura-t-il. « Il y a donc quelque chose à découvrir, finalement. » Il mit la broche dans sa poche et retourna au bureau, où Dyer l'attendait, les bras croisés. « Alors ?» demanda l'inspecteur. « Des progrès ?» Le regard de Poirot se porta sur la brume qui flottait devant la fenêtre. « Oui, mon ami, la maison murmure maintenant. Elle murmure à propos d'un secret partagé par 2 femmes, et peut-être d'un homme qui profite de leur silence. Mais il ne faut pas se précipiter. Dans ce genre de jeu, la vérité n'apparaît que lorsque tout le monde a menti un peu trop. » Il regarda le couloir où les 2 femmes avaient pour disparu, puis la porte menant à l'aile de service. Quelque part entre ces murs, une histoire commençait à émerger. Dehors, le vent se leva de nouveau, gémissant doucement dans la cheminée. Poirot ferma les yeux et sourit légèrement.
La tempête, murmura-t-il, n'est pas terminée. Elle a simplement changé de forme. Chapitre 5. La lettre qui disparaît. Lorsque la lumière de l'après-midi commença à décliner, le manoir Greystone était plongé dans un silence pesant, plus oppressant que paisible. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les falaises et les jardins d'un gris qui brouillait les contours et étouffait les sons. À l'intérieur, l'air était tout aussi lourd, chargé de suspicion, de malaise et d'un léger parfum de jasmin qui semblait désormais imprégner les couloirs. Hercule Poirot était assis seul dans le bureau de Lady Béatrice, la petite broche en or soigneusement posée sur un mouchoir plié devant lui. Il la considérait comme une pièce d'échec égarée, discrète mais essentielle. Son design délicat suggérait le raffinement, mais le léger parfum qui l'enveloppait transformait ce raffinement en énigme. « Quelqu'un, murmura-t-il doucement, n'est pas ce qu'il paraît. Une dame, peut-être, mais pas une dame aimable. » Ses pensées furent interrompues par des pas qui approchaient. L'inspecteur d'ailleurs entra, le visage rouge de froid et l'humeur visiblement maussade. « Vos hommes Tomada ne vous facilitent pas la tâche, Poirot. La moitié d'entre eux se sont contredits. Mademoiselle Gable dit avoir vu des lumières cadrer sous la porte du bureau après minuit, mais Clara jure que le couloir était plongé dans le noir complet. Et le major insiste sur le fait que personne n'a quitté sa chambre après la panne d'électricité. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, les contradictions. Ce sont les traces du mensonge, mon cher inspecteur. Nous devons les chérir. » D'ailleurs grogna. « Eh bien, chéri ou pas, je n'avance à rien. La servante jure que Lady Béatrice l'a envoyé se coucher tôt. La cuisinière a entendu des rumeurs de difficultés financières. Le fiancé a la moitié de la maison contre lui. Et la mère, eh bien, c'est une sphinx. C'est toi qui as préféré la psychologie aux preuves. Alors peut-être peux-tu comprendre. » Poirot se leva et lissa son gilet. « Oui, j'essaierai, car la psychologie, mon ami, est la science la plus délicate qui soit. Elle se révèle non pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on choisit de taire. » Elle ramassa la broche. « Voyez-vous, c'est un geste de dame, n'est-ce pas? Cependant, j'ai remarqué qu'une seule femme parmi nous ne porte aucun bijou, Mademoiselle Edith Gable. Une curieuse réserve pour quelqu'un de son âge et de sa profession. Peut-être évite-t-elle ses bijoux par choix, ou peut-être en a-t-elle récemment perdu un. » D'ailleurs fronça les sourcils. « Tu crois qu'il a laissé tomber ça dans la bibliothèque ?» Poirot leva le doigt. « Je ne crois à rien. J'observe tout. Il y a une différence très profonde. » À ce moment-là, on frappa timidement à la porte. C'était Clara. Elle entra, les yeux rougis et l'air fragile. « Monsieur Poirot, » dit-il à voix basse, « il y a quelque chose que vous devriez voir. Cela concerne les papiers de ma tante. » Poirot lui fit signe de continuer. Clara lui tendit une vieille enveloppe pliée et jaunie. « J'ai trouvé ceci dans un de vos tiroirs. Il était scellé, mais mon nom était écrit dessus. Je l'ai ouvert et j'ai lu quelque chose de si étrange que j'ai pensé que je devais le garder. » Il accepta la lettre avec précaution. À l'intérieur, écrite de la main de Lady Béatrice, se trouvaient les mots suivants. « Ma chère Clara, s'il m'arrive quelque chose, ne te blâme pas, ni ton cœur. Ce qui a été caché finira par éclater, et même si ça fait mal, souviens-toi. Le pardon est le seul moyen de mettre fin à ce qui a commencé il y a si longtemps. » Sous la signature, il y avait une deuxième page. Elle manquait, nettement arrachée. Poirot leva les yeux. « Tu l'as trouvée comme ça ?»« Oui. Je jure que je n'ai touché à rien d'autre. » Il hocha la tête. « Merci, mademoiselle. Vous avez agi avec prudence. Cette lettre ne parle ni d'héritage, ni de suspicion, mais d'expiation. Cela signifie que le crime que nous recherchons n'est pas nouveau. C'est l'écho d'un passé lointain. » Clara fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. »« Tu le feras, » dit doucement Poirot. « Mais pour l'instant, tu dois me dire, ta tante avait-elle des ennemis ?» Clara hésita. « Non, ils n'étaient même pas ennemis, mais il y avait quelque chose dont ils refusaient de parler.
Il y a des années, avant ma naissance, une femme, sa meilleure amie, est morte dans des circonstances mystérieuses. Ma mère m'a raconté qu'ils s'étaient disputés. Elle s'appelait Lydia Harrow. Poirot haussa les sourcils. Lydia Harrow, c'est curieux. Le docteur Cray a mentionné ce nom au dîner, le soir de la mort de Lady Béatrice. Et en le prononçant, la main du major tremblait sur son verre. Clara hocha légèrement la tête. Je me souviens. Tante Béatrice avait l'air d'avoir vu un fantôme. Oui, murmura Poirot. Un spectre de culpabilité, peut-être. Et les morts, vous savez, mademoiselle, sont très patients. Ils attendaient donc la vérité. Après son départ, Poirot resta longtemps silencieux. Le vent gémissait dans la vieille cheminée. La mer grondait au loin. Puis, comme guidé par son instinct, il se leva et retourna à la bibliothèque. L'air était frais et légèrement parfumé. Quelqu'un était passé récemment. Sur le bureau se trouvait un carnet ouvert, le journal de Lady Béatrice. Poirot tourna les pages avec précaution jusqu'à ce qu'une inscription à moitié brûlée attire son attention. Le passé ne restera pas enfoui. Je vois son visage dans chaque ombre. Edith le sait. Je dois agir avant qu'Henry ne découvre la vérité. Poirot pinça les lèvres. Alors, Lady Béatrice craignait sa secrétaire autant que son futur neveu. Et pourtant, elle est morte avant d'avoir pu agir. Cela signifie que quelqu'un d'autre Derrière lui, le plancher craqua. Poirot se retourna lentement. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait le docteur Lionel Cray, le visage trempé de sueur et l'air choqué. « Docteur, » dit Poirot à voix basse, « vous vous déplacez très discrètement pour un homme de science. » Cray essaya de sourire. « Excusez-moi, monsieur Poirot, je suis venu chercher ma trousse médicale. Je l'ai laissée ici après l'inspection de l'inspecteur. » « Ah oui, comme c'est pratique ces petites bouts de papier. Dites-moi, docteur, connaissiez-vous une femme nommée Lydia Harrow ?» La main du médecin se figea sur la poignée du sac. Ouh. Le regard de Poirot ne vacilla pas. De la plume de Lady Béatrice, je pense qu'elle craignait que vous ne le sachiez. Peut-être partagiez-vous avec elle un passé qu'il valait mieux oublier. Les lèvres de Cray se pincèrent. Lydia Harrow était ma patiente. Elle s'est suicidée il y a des années. C'était tragique, mais sans importance. « Y a-t-il quelque chose d'insignifiant ?» murmura Poirot. « Lorsqu'une femme meurt une seconde fois, une fois dans son corps et une fois dans sa mémoire. » Le visage de Cray rougit. « Tu parles par énigme ?» Poirot inclina la tête. « Oui. Et pourtant, pour celui qui écoute, les énigmes ne sont rien d'autre que des vérités déguisées. » Le médecin s'éloigna précipitamment. Poirot ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, il se pencha de nouveau sur le bureau, feuilletant les dernières pages du journal. Entre deux feuilles, quelque chose de fin et de pointu attira son regard. Un fragment de la deuxième page manquante de la lettre de Clara. Il le déplia soigneusement. Les mots étaient rares, mais ils glaçaient l'air autour de lui. La vérité est liée à Henry Vail, comme elle l'était autrefois à Lydia Harrow. Une vie en a détruit une autre, la boucle est bouclée. Poirot resta immobile, puis, presque respectueusement, il plia le papier et le glissa dans sa poche. « Ah !» murmura-t-il, « la boucle est bouclée, mais pas encore. D'abord je dois voir qui la boucle. » Dehors, le brouillard s'épaississait, et à travers lui, on entendait des pas légers et un murmure de voix provenant du salon. Poirot ajusta sa cravate, lissa sa moustache et entra dans le hall, les yeux brillants de réflexion. Quelque part au manoir Greystone, au milieu des murmures, des dettes et des parfums, le passé avait repris possession du présent. Et à la tombée de la nuit, Hercule Poirot savait qu'une nouvelle tragédie allait éclater. Chapitre 6. La photographie parmi les cendres. La nuit était tombée à nouveau sur le manoir Greystone, mais contrairement à la nuit d'orage précédente, cette obscurité était silencieuse.
dense, étouffante et délibérée. Un épais brouillard recouvrait les fenêtres, isolant la maison du monde extérieur. Et dans ce silence étouffé, les murmures des vivants résonnaient avec une clarté surnaturelle. Poirot était assis dans le salon, près de la cheminée, dont la lueur éclairait faiblement son visage. La famille s'était à nouveau réunie à contre-cœur. L'inspecteur d'ailleurs, près de la cheminée, Henri et Clara assis côte à côte, Madame Val, avec sa dignité fragile, et Mademoiselle Gable, debout près de la porte, les mains jointes comme pour les empêcher de trembler. Le docteur et le major restaient près du buffet, se regardant intensément. C'était l'image même du malaise. Et Poirot les regarda tous avec une patience calme, tandis que ses petits yeux brillaient de calcul. « Mes amis, dit-il d'une voix basse et mesurée, nous sommes réunis à nouveau car la vérité, comme la marée, ne peut être retenue. Elle reviendra toujours. » Clara se tortilla mal à l'aise. « Monsieur Poirot, avez-vous découvert quelque chose ?»« Découvert ? Non, mademoiselle. Je suis toujours écoute les murs de cette maison parlent à leur propre rythme. Et la nuit dernière, je crois, ils ont murmuré quelque chose de très intrigant. D'ailleurs, fronça les sourcils. « Tu parles de la broche que tu as trouvée ?»« Ah, peut-être, peut-être pas. » Poirot se renversa en arrière, les doigts et dos croisés. « Dites-moi, Madame Val, portez-vous du parfum au jasmin ?» La veuve releva brusquement la tête. « Non, monsieur Poirot, je déteste ça. Et pourtant, poursuivit doucement Poirot, un flacon de parfum au jasmin a été retrouvé dans la chambre de votre fils. Un petit flacon coûteux, presque plein. » La pièce se tut complètement. Le visage d'Henry Vail s'assombrit. « C'était un cadeau pour Clara ?» Clara se tourna vers lui, surprise. « Un cadeau ? Mais Henry, je n'ai jamais reçu de parfum. » Henry hésita, son sang-froid vacillant. « Elle a dû disparaître. Les domestiques. » « Ah !» intervint doucement Poirot. « Comme un uniforme est vite reconnu coupable. Mais non, monsieur, il n'a pas disparu. Quelqu'un l'a emprunté, l'a porté et l'a rendu. L'odeur m'était familière, vous savez. Il était resté dans la bibliothèque longtemps après la mort de Lady Béatrice. » Un tremblement parcourut la pièce. Miss Gable serra les poings plus fort. Poirot le remarqua, mais il n'en laissa rien paraître. D'ailleurs s'agita avec impatience. « Le parfum, c'est bien beau, mais quelle preuve ? Nous n'avons aucune preuve que quiconque ait vu Lady Béatrice vivante après l'extinction des feux. » Poirot sourit légèrement. « Non ? Alors peut-être devrions-nous lui demander de se présenter. » Il se leva et se dirigea vers la petite table près de la cheminée. Dessus se trouvait une enveloppe sombre qu'il avait apportée de la bibliothèque cet après-midi-là. « Dans les cendres de la cheminée, dit-il, j'ai trouvé ceci, à moitié brûlé, mais pas détruit. » Elle sortit les restes calcinés d'une photographie. Les visages étaient vatakes et brouillés par les flammes, mais l'un d'eux restait visible, une jeune femme au regard serein et au léger sourire triste. Clara haleta doucement. « C'est ma tante quand elle était plus jeune. » Poirot hocha la tête. Et à côté d'elle, bien que l'image soit abîmée, on distingue encore une autre silhouette. « Regardez bien, mademoiselle. » Il le fit, puis pâlit. « C'est Henri. Mais comment ? Cette photo doit dater de plusieurs décennies. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Henri Vail perdit tout son sang-froid. Il se leva brusquement. « C'est absurde. Ce n'est pas moi. » Poirot le regarda avec une intensité calme. « Ah, mais c'est vous, monsieur. Ou plutôt, c'est un visage qui vous ressemble beaucoup. Un visage qui appartenait à un autre homme. Un homme nommé Arthur Vail. » La tasse de thé de Madame Vail se brisa sur le sol. Son visage pâlit. « Arthur était mon mari, » murmura-t-elle, « le père d'Henri. »« En effet, » dit doucement Poirot. « Et je crois qu'Arthur Vail était un ami de Lady Béatrice. Un ami très proche, peut-être, trop proche. » Le silence qui suivit était étouffant. Poirot poursuivit doucement. « La ressemblance entre le père et le fils est frappante.
Lorsque Lady Béatrice l'a rencontré pour la première fois, Monsieur Val, elle a dû avoir l'impression de voir un fantôme du passé. Un fantôme qu'elle n'avait jamais pardonné, ou peut-être qu'elle avait aimé. La voix d'Henry était basse, menaçante. « Tu penses que c'est un mobile de meurtre? Pour l'un d'entre nous ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Il y a de quoi avoir peur, monsieur. Et la peur, comme elle se transforme facilement en violence. » Il posa la photo sur la table et se tourna vers mademoiselle Gable. « Vous, mademoiselle, avez travaillé pour Lady Béatrice pendant de nombreuses années, n'est-ce pas ?»« 5, dit-il doucement. « Et pourtant, votre dévotion semble plus ancienne. Peut-être aviez-vous un lien avec elle depuis longtemps, peut-être par l'intermédiaire de sa défunte amie, Lydia Harrow. » Les lèvres de Miss Gable s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Oui, » dit doucement Poirot, « je sais, vous étiez la nièce de Lydia Harrow. Cela explique bien des choses, sa loyauté, sa peur, son silence. Lady Béatrice a dû vous faire confiance autrefois, et lorsqu'elle a craint le retour de son passé, elle s'est tournée vers vous en quête du secret. » Miss Gable perdit son sang-froid. Elle se détourna, les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. Elle n'était pas méchante, elle voulait juste la paix. La mort de Lydia l'a détruite. Le ton de Poirot s'adoucit. « Et pourtant, la paix n'arrive jamais à ceux qui cachent de la vérité, mademoiselle. Seulement l'inquiétude et le parfum du jasmin. » D'ailleurs parut perplexe. « Vous dites comme là que la mort de Lydia Harrow est liée à ça ?» Poirot hocha la tête. « Ah, mais oui, c'est la même histoire qui se répète, comme une musique avec un refrain différent. Lady Béatrice a aimé un homme qui appartenait à une autre. Cet amour a tourné à la ruine, à la jalousie, à la mort. Et maintenant, des années plus tard, l'histoire tente d'être réécrite, cette fois avec sa nièce et le fils de l'homme qu'elle ne pourrait jamais oublier. » Clara porta la main à sa bouche. « Tu parles de tante Béatrice? Elle voulait empêcher mon mariage, non pas par méchanceté, mais à cause de ce qui s'était passé avant ?»« Exactement, » dit doucement Poirot. « Elle avait peur que le passé ne se répète. Peut-être voulait-elle avouer, peut-être pour le prévenir. Mais avant qu'elle puisse le faire, quelqu'un l'a réduite au silence. » La voix d'Henry Vail était rauque. « Alors qui l'a tué ?» Poirot haussa délicatement les épaules. « Cela dépend, monsieur, de qui était le plus grand coupable, celui qui craignait la vérité ou celui qui en a profité. » Il se tourna vers la porte, signalant la fin de la réunion. « Ce soir, nous nous reposons. Mais je vous préviens tous, la vérité, une fois qu'elle commence à émerger, ne s'arrête pas à mi-chemin. Demain matin, je vous demanderai de vous réunir à nouveau. D'ici là, je crois que le dernier masque sera tombé. » Il baissa poliment la tête et quitta la pièce, laissant derrière lui une atmosphère de terreur si épaisse que même le feu semblait réticent à brûler. Tandis qu'il avançait dans le couloir, l'expression de Poirot restait sereine, même si ses pensées s'emballaient. La photo, la lettre, le parfum. Autant de fils qui formaient une toile qui s'enroulait autour d'un cœur unique. Quelque part dans cette maison, le meurtrier attendait, désespéré et acculé. Il atteignit sa chambre et ferma doucement la porte. Le brouillard se referma sur les fenêtres, fantomatique et inflexible. Poirot regarda de nouveau la photo carbonisée sur son bureau et murmura « Tout a commencé par l'amour. Cela finit par la culpabilité. Demain, le cercle montrera son centre. » Chapitre 7. La maison qui ne voulait pas dormir. La nuit s'éternisait à Greystone Manor. Un interminable couloir d'heures qui refusaient de s'écouler en silence. Le brouillard s'épaississait jusqu'à devenir une fumée dense, roulant contre les fenêtres comme une créature vivante. Les lampes étaient à détamiser, les portes chuchotaient, et pourtant, personne ne dormait vraiment. La peur s'était infiltrée dans chaque pièce, douce comme un parfum, pesante comme la culpabilité. Dans sa chambre,
Hercule Poirot était assis à la faible lueur des bougies, son reflet vacillant dans la vitre. Devant lui gisaient les fragments du mystère qu'il avait si soigneusement reconstitué. La photographie carbonisée, la lettre à moitié brûlée, la broche dorée, la légère trace de jasmin sur son mouchoir. Il reposait en parfaite symétrie, chaque morceau étant une petite confession. Il réfléchit profondément, les doigts joints. Ce n'est pas un mensonge que je poursuis. Il réfléchit. C'est un modèle qui leur est propre, cousu avec soin, caché par amour. À 2h30, un bruit le réveilla, un léger craquement provenant du couloir. Poirot se leva en silence, d'un pas mesuré, et ouvrit la porte. Le couloir était vide, mais une faible lumière vacillait au fond, près de la bibliothèque. Quelqu'un bougeait à la lueur des lampadaires. Il la suivit avec la grâce silencieuse d'un chat. La lourde porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une seule lanterne brûlait, sa lumière vacillant à travers la pièce en arc tremblant. Et près de la cheminée, penchée de nouveau sur les cendres, se tenait Miss Edith Gable. « Mademoiselle, dit Poirot à voix basse, il semble que vous et moi partagions le même penchant pour la réflexion nocturne. » Il sursauta violemment, serrant quelque chose contre sa poitrine. Son regard était perdu, son sang-froid s'évanouit. « Monsieur Poirot, je croyais tout le monde endormi. »« Oh, pas moi. Les grands mystères de la vie empêchent l'esprit de dormir. Puis-je vous demander ce qui vous est si cher ?» Elle hésita un instant, puis le lui tendit d'une main tremblante. C'était un petit carnet relié en cuir, le même journal que Poirot avait trouvé plus tôt. « Je ne pouvais pas supporter de le laisser ici, » murmura-t-il. Il était à elle, à Lady Béatrice. Elle me faisait confiance. Elle voulait juste le garder en sécurité. Poirot la regarda calmement. « À qui, mademoiselle ?» Elle se mordit la lèvre. Depuis lui, d'Henry Vail. Finalement, elle avait peur de lui. Elle m'a dit que je lui rappelais trop. Arthur. Cette ressemblance la tourmentait. Elle disait que l'histoire se répétait. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et peut-être t'a-t-elle demandé de la protéger, de détruire quelque chose qui pourrait nuire à sa nièce? Mademoiselle Gable pâlit. Comment le saviez-vous? Je le sais. Car tu as échoué, dit doucement Poirot. La lettre que tu as essayé de brûler, le parfum que tu as utilisé pour masquer l'odeur de fumée, c'est toi qui as laissé le jasmin. Sa voix se brisa. Je croyais masquer l'odeur. Je faisais juste ce qu'elle me demandait. Je ne voulais pas que Clara souffre. Elle m'a fait promettre. Poirot fit un pas en avant, d'une voix calme mais implacable. Vous avez donc brûlé la mauvaise lettre, n'est-ce pas? Vous pensiez avoir détruit ses aveux, mais ils ont survécu en partie. Et qu'y avait-il sur cette page manquante, mademoiselle? Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne l'ai jamais lu, je le jure. Le ton de Poirot s'adoucit encore davantage. Non, je ne crois pas. Vous êtes une femme loyale, pas une menteuse. Mais vous avez tout de même caché quelque chose. La raison pour laquelle vous craignez une répétition de votre tragédie. Miss Gable s'affala dans le fauteuil, près de la cheminée, en secouant la tête. « Je ne sais pas tout. Je sais seulement que la mort de Lydia Harrow n'était pas un suicide. Lady Béatrice était là ce soir-là. Elle a dit que c'était un accident, mais elle ne s'est jamais pardonnée. » Le regard de Poirot s'éloigna. « Un accident d'amour, oui. Je le vois maintenant. Et quand elle vit Henry Vail, le visage ressuscité de son amant disparu, elle crut que la malédiction était revenue. Mademoiselle Gable serra plus fort son carnet. Je crois qu'il voulait tout avouer. Cette nuit-là, avant de mourir, il m'a fait appeler. Il a dit avoir écrit un dernier mot à Clara. Mais quand les lumières se sont éteintes, je l'ai entendu crier. Quand je suis arrivé, il était trop tard. » Poirot la regarda gravement. « Et pourtant, tu n'étais pas la première à la rejoindre, n'est-ce pas ?» Elle se figea. « Que veux-tu dire ?»« Tu as dit que j'écoute le cri,
Ça veut dire que tu étais sorti de la pièce, mais quelqu'un était déjà à l'intérieur. Les lèvres de mademoiselle Gable s'entr'ouvrirent, son souffle tremblant. J'ai entendu des pas, oui, fort, mais j'avais trop peur pour regarder. Major Briggs demanda Poirot à voix basse. Elle secoua la tête. Non, il marche lourdement, mais d'un pas assuré. Cela était un plus lent, prudent, comme s'il cherchait à passer inaperçu. Poirot hocha la tête, pensif. Merci, mademoiselle, vous m'en avez dit plus que vous ne le pensez. Il prit le carnet de ses mains tremblantes, fit une petite révérence et se retira. En remontant le couloir jusqu'à sa chambre, Poirot examina mentalement les pièces, leurs contours encore plus nets à la lumière de la confession. Quelqu'un avait pénétré dans l'obscurité de cette bibliothèque. Quelqu'un qui connaissait la lettre, craignait son contenu et comprenait le danger que la vérité éclate. Il arriva à sa porte et trouva un mot plié glissé en dessous. D'une écriture élégante, il était écrit « Monsieur Poirot, on se retrouve dans la serre à l'aube. Il y a quelque chose que vous devez voir avant de vous décider. Aucune signature, aucune trace de l'identité de l'expéditeur. Juste un léger parfum de jasmin. » Poirot leva le papier à la lumière, les sourcils froncés. « Alors, murmura-t-il, l'araignée file un dernier fil. » Il ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, il resta assis à regarder l'aube lente et grise à travers les vitres embuées, tandis que chaque bruit dans la maison semblait souffler à côté de lui. Lorsque la première faible lueur effleura la mer, il se leva et traversa silencieusement le couloir. La serre l'attendait, des parois de verre perlées de rosée, l'air froid et humide. Un léger parfum de terre et de rose persistait, mais en dessous, indéniablement, se trouvait le jasmin. Et puis il la vit, Madame Agatha Val, debout près de la fenêtre du fond, lui tournant le dos. Elle était toujours vêtue de noir, mais la sérénité de ses épaules avait faibli. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux étaient d'onte rouge, non pas de douleur, mais d'épuisement. « Monsieur Poirot, dit-il à voix basse, vous avez reçu mon message. Oui, madame, vous avez choisi l'aube pour votre vérité. Comme c'est approprié, car la confession était plus facile après la nuit. » Elle ferma les yeux un instant, puis le regarda. « Je veux vous dire ce que mon fils ne peut pas vous dire. Arthur, mon mari, n'était pas l'homme que vous croyez. Lady Béatrice l'aimait, certes, mais sans réciprocité. Il a détruit Lydia Harrow par jalousie, même s'il a parlé d'accident, et quand elle a vu le visage de mon fils, celui d'Arthur, elle a craqué. Elle aurait voulu le ruiner, monsieur Poirot. Elle voulait révéler un mensonge qui aurait ruiné son nom. Et puis, dit Poirot à voix basse, ils l'ont fait taire. Son expression ne changea pas. J'ai protégé ce qui restait de ma famille. Je voulais seulement lui faire peur, lui prendre la lettre et lui faire entendre raison. Mais elle est tombée. La voix de Poirot était douce, presque triste. Les accidents, madame, suivent souvent des intentions nées du désespoir. Pourtant, je me demande, était-ce vraiment un accident? Ou le cri que vous avez entendu dans l'obscurité a-t-il réveillé votre conscience trop tard? Les lèvres de madame Val tremblèrent. Si vous aviez su ce que j'allais faire, vous auriez fait la même chose. Poirot secoua doucement la tête. Non, madame, Hercule Poirot ne tue pas, même par amour. Mais il comprend pourquoi les autres le font. La lumière du matin s'intensifia, teintant son visage d'un gris froid. Elle paraissait plus petite, plus âgée. « Tu vas lui dire ?» demanda-t-il. Poirot ne répondit pas immédiatement. Son regard était lointain, lourd du poids de la vérité. Finalement, il dit doucement « Je ne dirai que ce qui doit être dit. Je laisse le reste à votre conscience et à la mère, qui n'oublie rien. » Il se retourna et s'éloigna, la laissant seule dans l'aube pâle. Derrière, lui, les vagues s'écrasaient faiblement contre les falaises, comme si elles marquaient la fin d'une tragédie et le lent début d'une autre. Chapitre 8.
Le lendemain de la confession, à l'aube, la mer était agitée, ses vagues s'écrasant sur les falaises à un rythme incessant, comme en écho au tremblement qui avait saisi Greystone Manor. Le brouillard ne s'était pas dissipé. Il s'était simplement dissipé en un voile pâle qui masquait la lumière et brouillait les frontières entre ciel et terre. À l'intérieur de la maison, le mouvement reprenait, les domestiques chuchotaient, des pas dans les couloirs, le léger tintement de la porcelaine, tandis que le petit déjeuner était préparé pour ceux qui avaient trop secoué leur corps. Hercule Poirot se tenait près de la fenêtre du bureau de Lady Béatrice, contemplant l'horizon gris. Les événements de la soirée pesaient sur lui, même si son expression ne trahissait qu'une introspection sereine. Sur le bureau derrière lui se trouvait la déclaration écrite de Madame Vell, brève et soignée, signée d'une main tremblante. Elle avait avoué la confrontation, mais pas l'intention. Une bagarre, une chute, un accident. C'est ainsi qu'elle l'appelait. Poirot, bien que peu convaincu, n'avait pas encore réfuté sa version à voix haute. L'inspecteur d'ailleurs entra silencieusement, ses bottes crissant sur le vieux parquet. Il paraissait plus hagard que d'habitude, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. « Eh bien, Poirot, murmura-t-il, j'ai lu vos aveux. Ils semblent assez simples. Vous vouliez protéger la réputation de votre fils, vous avez outrepassé vos limites, et la dame est tombée. Une affaire terrible, mais qui satisfera le coroner. » Poirot se retourna lentement, le regard froid et mesuré. Satisfaisant peut-être, mais non, expliquait mon ami. Pour un homme comme moi, il y a une différence. D'ailleurs, fronça les sourcils. Tu as toujours dit que la psychologie était ton affaire, pas la potence. Que veux-tu de plus? Poirot sourit légèrement. La vérité, mon cher inspecteur, ne se contente jamais de la simple commodité. L'âme, voyez-vous, exige autant de précision que de justice. D'ailleurs soupira. « Tu crois qu'il ment ?»« Je pense, dit Poirot à voix basse, que vous avez dit autant de vérité que votre cœur le pouvait, mais toute la vérité est ailleurs, peut-être dans ce que vous faites. » Non dire. Il se tourna vers la fenêtre. « Avez-vous remarqué qu'il n'a jamais dit avoir allumé l'allumette, alors qu'il prétendait être allé à la bibliothèque chercher la lettre? La lampe était déjà allumée, inspecteur. Quelqu'un d'autre était passé avant elle. » D'ailleurs se frotta les tempes. « Mon Dieu, Poirot, tu veux dire qu'il y avait... autre? Personne dans la pièce ?» La moustache de Poirot tressaillit légèrement. « Je tiens juste à préciser que Lady Béatrice n'était pas seule lorsqu'elle a crié. Madame Vall l'a peut-être trouvée, mais elle ne l'a pas effrayée. Quelqu'un d'autre l'a fait. » Avant que Dyer puisse répondre, on frappa à la porte. C'était mademoiselle Clara Lytton, pâle mais déterminée. Elle tenait un papier plié. « Monsieur Poirot, j'ai trouvé quelque chose. » Poirot lui fit signe d'entrer. « Qu'avez-vous, mademoiselle ?» Il lui tendit la page. Elle était cachée derrière le miroir de la coiffeuse de ma tante. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle voulait que tu la trouves. Poirot la déplia soigneusement. C'était la deuxième page manquante de la dernière lettre de Lady Béatrice, celle-là même qu'il n'avait que partiellement récupérée des cendres. Il la lut en silence, les lèvres pincées, tandis que son regard parcourait l'encre. « Je ne peux plus vivre dans cette ombre. La vérité doit être connue. L'homme qui porte le nom d'Arthur n'est pas son fils, mais le fruit d'une tromperie. Cet enfant est né d'une autre, Lydia Harrow. Je l'ai élevé en silence, mais il est maintenant revenu revendiquer ce qui ne lui a jamais appartenu. » Poirot leva les yeux et croisa le regard perplexe de Clara. « Mon Dieu, murmura-t-il, comme les péchés d'une génération se font passer pour les vertus d'une autre. » Dyer prit la lettre et l'examina rapidement. « Vous dites qu'Henry Vail n'est pas le fils d'Arthur. » Poirot hocha lentement la tête. Lady Béatrice le croyait. Et si elle le croyait, elle avait l'intention de le révéler. Voilà, cher inspecteur, la véritable raison de sa mort.
ni l'amour, ni la jalousie. Héritage. Clara porta la main à sa bouche. Alors, tante Béatrice, tu voulais tout dire à tout le monde? Oui, mademoiselle. Elle ne pouvait vivre avec la culpabilité. La nuit de sa mort, elle avait l'intention de dire la vérité devant témoins, de défaire le mensonge qui avait entravé sa vie. Quelqu'un le savait, et elle ne pouvait pas le permettre. D'ailleurs avait l'air sombre. Donc, Madame Veil ne protégeait pas la réputation de son fils, mais la sienne, affirmée. Poirot inclina la tête. Exactement. Ses aveux, voyez-vous, sont à la fois vrais et faux. Il est allé à la bibliothèque ce soir-là, certes, mais seulement après la chute de Lady Béatrice. Il a trouvé la lettre. Peut-être en a-t-il brûlé une partie, mais il n'a pas provoqué la chute. La question était maintenant, qui a fait ça? Il se retourna et marcha lentement. Lady Béatrice a crié avant de tomber. Ce cri a été entendu par mademoiselle Gable, qui est arrivée dans le couloir quelques instants plus tard. Elle a pris de la havac, elle a vu la porte se fermer et non s'ouvrir. Par conséquent, le tueur est parti après la chute, pas avant. D'ailleurs croisa les bras. Suggérez-vous que quelqu'un d'autre est arrivé dans le noir, s'est battu avec elle, puis s'est éclipsé avant l'arrivée de madame Val? Poirot hocha la tête. Et qui aurait eu raison? Henri, dit doucement d'ailleurs. La voix de Clara se brisa. Non, je ne pourrais pas, je ne voudrais pas. L'expression de Poirot s'adoucit. Mademoiselle, le cœur ne reconnaît la main que lorsqu'il est trop tard. N'accusons pas, observons simplement. Il prit la photo sur le bureau, celle retrouvée dans les cendres. Regardez encore cette photo. La ressemblance entre le jeune Arthur Veil et le Henry moderne est extraordinaire. Mais la lettre de Lady Béatrice nous apprend qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une ironie. Henry n'est pas le vrai fils d'Arthur. Il est celui de Lydia Harrow. C'est pourquoi elle écrivit « La vérité est liée à Henry Veil, comme elle l'était autrefois à Lydia Harrow. » La voix de Clara tremblait. Alors tante Béatrice savait depuis le début qu'il était le fils de Lydia? Oui, dit Poirot. Et tu as gardé le secret pour le protéger, ou peut-être pour expier tes péchés. Mais quand tu l'as vu grandir, quand tu as compris que l'histoire se répétait entre toi et lui, tu as décidé de rompre le silence. C'était la seule chose que lui et sa mère ne pouvaient pas tolérer. Le silence emplit l'atelier. Dehors, une mouette piaillait faiblement, un son solitaire contrastant avec le rugissement de la mer. Poirot plia la lettre et la plaça à côté de la photo. Nous avons maintenant suffisamment de raisons pour deux. Madame Val, qui craignait le malheur, et son fils, qui craignait de tout perdre. Mais un seul d'entre eux était présent lorsque les lumières se sont éteintes. Un seul se déplaçait dans l'obscurité avec une familiarité certaine, connaissant la disposition de la maison et le poids de son propre reflet dans le regard d'autrui. Les larmes de Clara ruisselaient sur son visage. « Monsieur Poirot, je vous en prie, dites-moi la vérité. Pensez-vous qu'Henry l'a tué ?» Poirot marqua une pause. Son regard était lointain, empreint de compassion. « Je crois, dit-il doucement, que lorsqu'un homme construit sa vie sur le mensonge d'autrui, il doit un jour affronter la vérité, et la vérité est rarement bienveillante. » Il se tourna vers Dyer. « Vous n'arrêterez personne pour l'instant. Je demande 1 heure de plus. La famille se réunira à nouveau à la bibliothèque. J'aurai ma petite réunion, et alors, enfin, le silence dans cette maison prendra fin. » En quittant le studio, le brouillard extérieur commença à se dissiper, et la faible silhouette de la mer émergea de son voile. Quelque part en contrebas, la marée tournait. À l'intérieur de la maison, les invités s'agitaient, attirés par la force invisible de ce qui approchait. Poirot ajusta ses menottes, ses pas mesurés et assurés. « Il est temps, murmura-t-il, que le cercle se referme complètement. » Chapitre 9. La rencontre dans le brouillard. En milieu de matinée, le manoir Greystone affichait le calme d'un mausolée. Toutes les portes étaient closes.
toutes les voix étouffées. Dehors, le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les allées du jardin et transformant les falaises en ombres infinies. La mer était désormais invisible, seul son rythme subsistait, une pulsation régulière sous la terre, comme si le monde lui-même attendait son jugement. Poirot avait ordonné à tous les membres de la famille de se réunir à nouveau dans la bibliothèque. La pièce même, qui avait donné lieu à la terreur de la nuit, attendait maintenant son heure. Des chaises étaient disposées en demi-cercle devant la cheminée éteinte. Une lampe brûlait sur le bureau où Lady Béatrice était tombée, les perles de son bracelet brisé, rassemblées et disposées dans un plat en verre, reflétaient la faible lumière et brillaient comme des larmes qui refusaient de sécher. L'inspecteur d'ailleurs se tenait à l'écart, mal à l'aise. « Êtes-vous sûr, Poirot, de vouloir faire ça ici ?» La voix de Poirot était calme. « Mais oui, mon ami, la scène de crime est un lieu de souvenir. Elle permet à la vérité de respirer. » Ils entrèrent un par un. Clara Lytton la première, déchue de sa jeunesse. Ses mains serraient un mouchoir qu'elle tordait jusqu'à ce qu'il semble se briser. Henri Val le suivit, pâle mais provocateur, le regard fixé entre Poirot et sa mère. Madame Vell entra silencieusement, voilée, retrouvant son calme, mais avec des gestes pesants. Le major Briggs entra, raide, la mâchoire serrée, tandis que le docteur Cray se tenait à l'arrière-plan, le visage gris d'anxiété. Enfin, mademoiselle Gable arriva, les yeux baissés, portant le petit carnet que Poirot lui avait rendu le matin même. Poirot les regarda tous avant de prendre la parole. « Messieurs et mesdames, nous avons atteint le point de la confusion. Chacun a raconté son histoire, ses peurs, ses fragments de vérité. Mais ces fragments, comme vous le voyez, ne s'assemblent pas. Il manque une pièce, une seule. Et maintenant que nous l'avons, tout est clair. » La voix de Clara tremblait. « Monsieur Poirot, que dites-vous? Que quelqu'un parmi nous... » « C'est le meurtrier, » conclut doucement Poirot. « Oui, mademoiselle, et ce meurtrier est parmi nous, maintenant. » Il y avait un silence si profond que même la mer en contrebas semblait se taire. Poirot marchait lentement devant la cheminée, les mains jointes dans le dos. Lady Béatrice Lytton n'est pas morte accidentellement. Elle a été assassinée, et son assassin n'a pas agi par colère, mais par peur, peur d'être découvert, peur que le passé, si soigneusement enfoui, ne reparle à travers sa voix. Son regard se porta sur Madame Val. « Au début, c'est Madame, j'ai cru que c'était vous qui l'aviez réduite au silence. Vous aviez un mobile, l'occasion et la volonté d'agir. Mais vos aveux, ah, ils étaient des trop clairs, trop symétriques. Une femme de votre raffinement n'aurait pas laissé autant de détails en suspens. Non, vous étiez présente après coup. Vous avez trouvé son corps, brûlé sa lettre et appelé cela une grâce. » Les lèvres de Madame Val s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Poirot se tourna alors vers Henry Vail. « Monsieur, vous avez été très prudent avec vos paroles, trop prudent. Mais un menteur prudent, voyez-vous, se trahit non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il omet. Vous nous avez dit que vous étiez dans le bureau quand il y a eu une panne de courant. Vous avez couru dans le couloir après avoir entendu votre fiancé crier. Mais j'ai parlé à l'électricien, et il m'a dit, comme c'est curieux, que le fusible qui contrôlait cette pièce et votre bureau étaient le même. Les deux auraient dû être dans l'obscurité. Pourtant, vous avez parfaitement décrit le couloir, les ombres, la position de la porte. Comment pouviez-vous voir, mon cher, s'il n'y avait pas de lumière? Le visage d'Henry pâlit. J'avais une lampe de poche. Non, dit doucement Poirot. Tu avais un souvenir. Tu étais ici, dans cette pièce, avant la tombée de la nuit. Clara haleta. Henri? Poirot poursuivit d'un ton mesuré et implacable. Vous êtes venu affronter Lady Béatrice, n'est-ce pas? Elle vous avait convoqué pour un entretien privé. Elle croyait que vous aviez l'intention de déshériter Clara, de le ruiner.
Mais à son arrivée, il lui a dit la vérité qu'il portait en lui depuis 25 ans, qu'il n'était pas le fils de son père, mais de Lydia Harrow, la femme que sa mère méprisait. Il a vu son monde s'écrouler autour de lui, son nom, son héritage, son avenir, tout était un mensonge. Alors, monsieur, il s'est jeté dans le désespoir. La voix d'Henry s'éleva, rauque et étranglée. « Ce n'est pas vrai, je ne… » Poirot leva la main. « Non? Alors explique-moi. » Il brandit la petite broche en or qui brillait faiblement à la lumière de la lampe. « J'ai trouvé ceci dans les cendres. C'est un bouton de manchette, pas un bracelet. Votre bouton de manchette, monsieur. Il est toujours sur votre chemise, même si vous avez pensé à le remplacer ce matin. » Les épaules d'Henri s'affaissèrent, et le déni hésita sur ses lèvres. Le ton de Poirot s'adoucit. « Vous avez lutté avec elle. Elle a tenté de fuir. C'était elle qui criait, non pas de terreur envers vous, mais envers elle-même, face à la vérité qu'elle avait révélée. Elle est tombée, et vous avez vu ce qu'elle avait fait. Puis, prise de panique, elle s'est enfuie, laissant derrière elle le bouchon et le parfum de jasmin qui lui collaient aux mains. Parce que vous, monsieur, aviez trahi le flacon destiné à Clara. Son parfum vous a trahi. » Les sanglots de Clara rompirent le silence. Elle se couvrit le visage et murmura « Non, s'il te plaît, non. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Mademoiselle, votre tante ne détestait pas votre amour. Elle cherchait seulement à vous protéger du fléau de la tromperie qui liait cette famille. Ce fut sa dernière bonté. » Madame Val se leva lentement, la voix tremblante. « J'aurais dû lui dire, j'aurais dû tout lui dire. » Poirot baissa tristement la tête. « Oui, madame, mais vous l'aimiez trop pour lui imposer la vérité. Et maintenant, il porte un fardeau encore plus lourd. » Henri Vell s'enfonça dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. « Ce n'était pas censé être ainsi, dit-il faiblement. Elle a dit que je n'étais pas celui que je croyais être, que je n'avais aucun droit d'utiliser le nom Val. Elle voulait juste que je le retire. Je l'ai attrapée par le bras, et elle a glissé. » Poirot parla doucement, mais fermement. « Et donc, il l'a tuée. Que ce soit intentionnel ou accidentel, le résultat est le même. Il l'a réduite au silence pour toujours. » Personne ne parlait. Même le feu n'osait crépiter. Finalement, l'inspecteur d'ailleurs s'avança, le visage sérieux. « Henri Vell, vous venez avec moi. Je vous conseille de ne plus parler. » Poirot ferma les yeux un instant, comme pour prier. Lorsqu'il les rouvrit, il ne regarda pas Henri, mais Clara, dont les larmes avaient cessé, remplacées par Dante par un silence vide. « Mademoiselle, dit-il doucement, pardonnez-lui si vous le pouvez. Les péchés des autres ont été semés en lui avant sa naissance. Lui seul en a récolté les fruits. » Tandis que d'ailleurs emmenait le jeune homme tremblant, Madame Vell s'approcha de Poirot comme pour parler, mais sans un mot. Poirot inclina simplement la tête. « La vérité, madame, est à la fois cruelle et bienveillante. Elle nous libère, mais elle laisse des cicatrices que le temps ne peut guérir. » Lorsqu'ils partirent, seuls Poirot, Clara et Mademoiselle Gable restèrent. Le détective se tourna vers la fenêtre, où le brouillard s'épaississait comme une pierre. « La maison se rendormira cette nuit, » murmura-t-il, « mais elle rêvera de ce qu'elle a vu. » Clara se leva, pâle, sa voix à peine murmurée. « Qu'y a-t-il encore, monsieur Poirot ?» Poirot la regarda avec douceur. « Maintenant, mademoiselle, la justice, mais aussi la clémence. C'est la loi qui décide du châtiment d'un homme, mais c'est le cœur qui décide de lui pardonner ou non. » Elle hocha faiblement la tête, les larmes luisant à nouveau. Poirot posa une main sur la cheminée, fixant l'âtre froid où les cendres restaient intactes. « Tout a commencé, voyez-vous, par l'amour, dit-il doucement. C'est toujours ainsi, mais l'amour, empoisonné par le silence, devient le plus cruel des trompeurs. » Le brouillard extérieur commença enfin à se dissiper, révélant les premiers rayons de soleil sur la mer.
Poirot resta immobile, son regard rempli de tristesse et de clarté. « Le silence entre deux cris, murmura-t-il. C'est là que vit la vérité, et là qu'elle meurt. » Chapitre 10. La mer reçoit ce qu'elle mérite. La lumière de midi tombait, grise et lourde sur Greyston Manor, une lumière sans chaleur, comme si le soleil lui-même hésitait trop longtemps à contempler ce que la maison avait enduré. Le brouillard avait déjà disparu, balayé par un vent glacial venu de la mer, emportant avec lui le sel et la tristesse des falaises. Pourtant, à l'intérieur, l'air restait immobile, tourmenté, immobile et étrangement vide de son. Hercule Poirot se tenait dans le grand hall, son chapeau et son manteau posés sur le porte-manteau à côté de lui, sa petite silhouette éclipsée par l'immense obscurité de l'entrée. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'enlèvement d'Henry Vale ce matin-là. Son attitude, comme toujours, était sereine, mais son regard reflétait cette lassitude qui n'apparaît que lorsque l'esprit a accompli une longue et pénible tâche. Il entendit des pas derrière lui. Miss Edith Gabble s'approchait, silencieuse, presque respectueuse. Elle tenait une feuille pliée, les dernières pose-pages du journal de Lady Béatrice. « Monsieur Poirot, dit-elle à voix basse, vous devriez les avoir. Elles appartiennent à la vérité, pas à la maison. » Poirot accepta le papier avec une petite révérence. « Vous avez du courage, mademoiselle, et de la conscience, c'est encore plus rare. » Il baissa les yeux. « Tu crois que je voulais la tuer ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il déplia les pages et lut quelques lignes avant de répondre. « Non, je voulais seulement l'arrêter. Mais une main qui tremble de colère ne mesure pas la force. Lorsqu'elle est tombée, le passé est tombé avec elle. La tragédie n'est pas née à ce moment-là. Elle est née bien avant que nous venions tous les deux au monde. » Les yeux de mademoiselle Gabble brillèrent. Le fils de Lydia, elle n'aurait jamais voulu ça. La voix de Poirot s'adoucit. « Non, mais les secrets sont comme du poison dans le sang. Ils ne tuent pas rapidement. Ils corrompent silencieusement, jusqu'à ce que même l'amour devienne un instrument de ruine. » Il se tourna vers l'escalier, où Clara descendait lentement, vêtue de son deuil noir, d'un pas hésitant. Le faible écho de ses talons sur le marbre emplissait le couloir d'un rythme fragile et définitif. Elle s'arrêta devant lui, les yeux gonflés de larmes. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Poirot la regarda avec douceur. « Le crime est terminé, oui, mais les fins, mademoiselle, sont rarement nettes. Il reste toujours des fragments, de douleur, de culpabilité, de ce qui aurait pu être. » Clara déglutit difficilement. « Je n'arrête pas de penser, si je ne l'avais pas aimé, si je l'avais écouté. »« Je ne crois pas, » interrompit doucement Poirot. « Vous avez aimé sincèrement. Lady Béatrice a vécu malhonnêtement. Il est dans la nature de la vie que l'innocent paie les dettes du coupable. » Il regarda au-delà d'elle, vers les hautes fenêtres d'où l'on pouvait maintenant apercevoir la mer, brillante et froide sous le soleil qui revenait. « Et pourtant, peut-être y a-t-il de la miséricorde dans la marée, » murmura-t-il. « Elle lave même le sang des souvenirs, avec le temps. » Madame Vale entra alors, marchant lentement, avec l'air d'une femme d'âge mûr. Elle avait ôté son voile, et bien que pâle, son visage était dépourvu de larmes. Seule transparaissait la sérénité vide de quelqu'un qui n'a rien à protéger. « L'inspecteur d'ailleurs est parti, » dit-il doucement. « Il dit qu'Henri restera en prison jusqu'à la fin de l'enquête. Il m'a demandé. » Poirot inclina la tête. « Et vous irez ?»« Bien sûr, » dit-il en joignant les mains. « Quoi qu'il fasse, il reste mon fils. » Le regard de Poirot, bien que doux, contenait une légère pointe de reproche. « Non, madame, c'est le fils de Lydia Harrow. Et pourtant, c'est vous qui devez maintenant expier ce que vous avez caché. Peut-être, au fond, l'avez-vous déjà fait. » Elle détourna le regard, sa voix à peine murmurée. « Il est tout ce que j'ai jamais aimé, monsieur Poirot, même si cet amour a commencé par un mensonge. »
Poirot s'inclina légèrement. L'amour, madame, ne se trahit pas par son commencement, seulement par son silence. Parlez-en avec affection. C'est la seule absolution qui lui reste. Il se retourna alors, ses pas s'estompant sur le sol de pierre, et disparut par la grande porte donnant sur l'allée. Dehors, le vent halait les pans de son manteau noir, entraînant sa silhouette vers la route brumeuse qui menait à Merton-on-Sea. Poirot resta immobile un instant, puis se tourna vers Clara et mademoiselle Gable. « Vont-ils bientôt partir ?»« Oui, » dit Clara doucement. « Le manoir est en vente. Je ne peux pas rester. Son nom résonne dans toutes les pièces. »« Alors allez-y, » dit doucement Poirot. « Recommencez, car les morts, mademoiselle, ne désirent pas tant à notre éternelle compagnie. Ils désirent à l'un seulement qu'on se souvienne d'eux sincèrement. » Mademoiselle Gable hocha légèrement la tête en tremblant. « Et vous, monsieur Poirot, partirez-vous aujourd'hui ?» Il sourit légèrement. « Mais oui, j'ai un train pour Londres. Il y a toujours d'autres mystères, d'autres âmes à éclaircir. » Il remit son chapeau, l'ajusta soigneusement et se tourna vers la fenêtre. La mer, désormais pleinement visible, miroitait faiblement sous les nuages. « Comme c'est étrange, » murmura-t-il, « qu'une telle beauté côtoie une telle tristesse. » Miss Gable suivit son regard. « Penses-tu que la mer se souvient ?» demanda-t-elle doucement. Poirot sourit. « Ah, mademoiselle, la mer se souvient de tout. Elle refuse tout simplement de parler. » Pendant un instant, tous trois restèrent de silencieux, tandis que le vent soufflait faiblement à travers la porte entr'ouverte. Puis Poirot se retourna pour partir, ses pas légers s'estompant dans le couloir. Il s'arrêta brièvement au seuil de la bibliothèque, observant à nouveau l'endroit où Lady Béatrice était tombée. La pièce était silencieuse maintenant, la cheminée était froide, l'air immobile. Seule une faible trace de jasmin persistait, fantomatique et insaisissable. Poirot inclina légèrement la tête. « Madame, » murmura-t-il, « votre silence est terminé. Reposez-vous maintenant. » Dehors, alors qu'il sortait à l'air libre, les mouettes tournoyaient au-dessus des falaises. En contrebas, la marée montait rapidement, tourbillonnant autour des rochers noirs, comme des mains se refermant sur un secret. Poirot observa encore un instant, puis se tourna vers la voiture qui attendait. Tandis qu'il s'éloignait, le manoir se dressait seul sur l'horizon gris. Ses fenêtres obscurcies, ses jardins ravagés par le vent. Et à l'intérieur, les échos de cette nuit persistaient, le cri, le silence, la douce chute des perles éparpillées sur le sol. Mais peut-être, pensa Poirot tandis que les falaises s'éloignaient derrière lui, tous les silences ne sont pas cruels. Certains sont simplement la façon dont le monde pardonne ce qu'il ne pourra jamais oublier. Il ferma brièvement les yeux, sentant le mouvement de la voiture et le cri lointain de la mer. « L'ordre, toujours l'ordre », murmura-t-il, même parmi les ruines de l'amour. Et sur ce, le petit détective belge s'adossa à son siège, laissant derrière lui la maison où l'amour, la culpabilité et la vérité avaient de partager un dernier souffle. Chapitre 11. Le reflet qui reste. Les jours suivants furent gris et lents, comme si le temps lui-même s'était lassé du chagrin qui pesait sur Greystone Manor. L'enquête se déroula discrètement dans la ville voisine de Merton-on-Sea. Les journaux ne publièrent l'information qu'une seule fois, dans une petite chronique enfouie en deuxième page du bulletin local. Chute tragique à Seaside Estate, verdict, décès accidentel. Mais le village savait mieux que quiconque. Les serviteurs murmuraient leur propre version de l'histoire. Comment la grande dame avait été maudite par la mer, comment la culpabilité était revenue par le sang. Même les pêcheurs sur les falaises prononçaient son nom à voix basse, comme un présage. Poirot assista à l'enquête, mais parla peu. Son rôle, comme toujours, était de faire preuve de précision, non de persuasion. Il avait présenté ses conclusions au coroner, la lettre, la photographie,
le bouton de manchette. Pourtant, il ne plaida aucune malveillance. Il savait que la loi était conforme aux faits. L'âme, en revanche, cherchait la compréhension. Ainsi, il observa la machine judiciaire tourner, lentement et indifféremment, jusqu'à ce que l'affaire soit déclarée close. Lorsqu'il eut terminé, il quitta le palais de justice. Le vent d'automne avait recommencé à souffler, agitant les feuilles sur les rues pavées. Il portait avec lui une légère odeur de sel et de pluie. Poirot s'arrêta près de la balustrade, en fer surplombant la mer. Ajustant ses gants, le regard fixé sur l'immensité grise, il entendit des pas derrière lui. Se retournant, il aperçut Clara Litton. Elle était toujours vêtue de deuil, bien que dévoilée, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui exprimait non seulement le chagrin, mais aussi l'éveil. « Monsieur Poirot, dit-il à voix basse, je voulais vous remercier d'avoir dit la vérité. » Poirot inclina la tête. « La vérité, mademoiselle, est un don étrange. Elle blesse avant de guérir. Êtes-vous sûr de vouloir l'entendre ?» Ce n'était pas le cas, admit-il. Mais les mensonges sont comme le brouillard, n'est-ce pas? Ils facilitent la respiration pendant un moment, mais cachent tout ce qui vaut la peine d'être vu. Poirot sourit légèrement. « Très bien, mademoiselle. Vous parlez avec beaucoup de sagesse pour quelqu'un de si jeune. » Il regarda la mère d'une voix à peine murmurée. « Tu crois qu'il se libérera un jour de ça? Je veux dire, Henri, de la culpabilité. »« Peut-être, » dit doucement Poirot. « La culpabilité, comme l'amour, peut être supportée. Mais elle est irréversible. Le temps peut adoucir ses traits, mais elle reste une part de lui-même. Soit elle le détruira, soit elle lui apprendra. » Les mains de Clara tremblaient légèrement. « Et tante Béatrice, tu crois qu'elle lui pardonne ?» Le regard de Poirot se porta à nouveau sur l'eau. « Je crois que le pardon n'est pas destiné aux morts, mais aux vivants. Le châtiment de Lady Béatrice était le souvenir, le sien, la réflexion. » Ils restèrent silencieux un long moment. La mer s'agitait, se brisant contre les falaises, avec un rythme indifférent et éternel. Finalement, Clara se tourna vers lui, pâle mais déterminée. « Je quitte l'Angleterre, Paris peut-être, quelque part où l'air est moins lourd. » Poirot hocha la tête en signe d'approbation. « Ah, Paris, la ville qui n'oublie rien et pardonne tout. Allez, mademoiselle, recommencez. Il faut beaucoup de courage pour commencer. » Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire hésitant. « Et vous, monsieur Poirot, vous reposerez-vous un jour ?» Il rit doucement. « Le repos? Non, les petites cellules grises ne s'endorment pas si facilement. Mais elles se sentent bien quand l'ordre est rétabli, même dans la tristesse. » Elle lui toucha brièvement le bras, en signe de gratitude et d'adieu, et s'éloigna, disparaissant dans le vent. Poirot la regarda jusqu'à sa disparition, puis tourna son regard vers l'horizon. La mer s'était assombrie, et au-delà, un faible rayon de soleil perçait les nuages, dorant l'eau d'une couleur trop fugace pour être décrite. Poirot pensa à Lady Béatrice, sa solitude, sa culpabilité et le secret qu'elle avait gardé si longtemps. « Cacher la vérité, » murmura-t-il, « c'est porter une pierre dans son cœur. Elle coule et entraîne tout le reste avec elle. » Ce soir-là, elle retourna au manoir avant son train pour Londres. La maison était presque vide. Les domestiques étaient partis, laissant des draps drapés sur les meubles et le faible écho des pas s'estompant dans les couloirs creux. Elle traversa lentement les pièces aux familières, la salle à manger où les rires masquaient le ressentiment, le bureau où l'ordre avait été ruiné, le salon où trop de regards se posaient à la fois. Il s'arrêta sur le seuil de la bibliothèque. L'air y était plus frais. La lumière du soleil couchant filtrait obliquement à travers les hautes fenêtres, reflétant la vitre où reposaient encore les perles. Personne ne les avait dérangées. Poirot s'avança, les examinant avec un profond respect. « Tant de tragédies, » murmura-t-il, « pour des choses si petites et si brillantes. »
Il se pencha pour en prendre une et la fit rouler entre ses doigts. Elle reflétait la lumière comme une larme, impeccable et indifférente. Puis, avec précaution, il la remit en place. « Symétrie », murmura-t-il. « Toujours symétrie, même dans la tristesse. » Son regard se porta sur la cheminée. Les cendres avaient été balayées, mais de faibles traces de suie subsistaient, tenacement accrochées à la pierre. Il s'agenouilla brièvement, effleurant la surface du bout des doigts gantés. « Dame Béatrice, dit-il doucement, vous avez cherché la paix et n'avez trouvé que le silence. Mais au final, le silence est peut-être sa propre forme de miséricorde. » Le vent se leva de nouveau dehors, faisant trembler les vitres. Poirot se leva, lissa son manteau et se dirigea vers la porte. Traversant le couloir une dernière fois, il s'arrêta devant le grand miroir près de l'escalier, celui-là même où Lady Béatrice s'était autrefois reflétée, celui qu'il redoutait comme s'il parlait. Poirot s'y regarda. Sa propre image le fixait, petite et précise, encadrée par la grandeur qui avait dissimulé tant de tromperies. L'espace d'un instant, il crut apercevoir un autre reflet à côté du sien, la silhouette floue d'un visage féminin, pâle, aux yeux presque bienveillants. Mais lorsqu'il cligna des yeux, il disparut. Il sourit légèrement. « Au revoir, madame » murmura-t-il. Il a enfin avoué. Dehors, alors qu'il franchissait la porte d'entrée, la lumière déclinait, la mer redevenait une étendue grise sous les falaises. Le vent tirait sur son chapeau, mais il le tenait fermement, d'un pas assuré, descendant le long chemin vers la voiture qui l'attendait. Derrière lui, la maison restait silencieuse, ses fenêtres luisant faiblement dans la lumière déclinante. Elle ne semblait plus coupable ni innocente, seulement fatiguée, comme un cœur qui avait trop pleuré. Poirot s'arrêta devant la porte et regarda à nouveau derrière lui. « La vérité, murmura-t-il, laisse toujours son reflet. » Puis il se retourna, le bruit de la mer le suivant sur la route sinueuse. Et au loin, tandis que la voiture entamait sa lente ascension vers la gare, la marée atteignit son point culminant, regagnant le pied des falaises, purifiant, comme toujours, le lieu où les vivants et les morts s'étaient rencontrés. Chapitre 12. Le dernier écho de Greystone. 2 semaines plus tard, la lettre arriva à l'appartement londonien de Poirot, oblitéré par le Devonshire et imprégné d'une délicate odeur salée. Hastings, toujours curieux, la lui tendit en haussant un sourcil. « Un autre admirateur de vos méthodes, Poirot, ou peut-être une autre affaire ?» Poirot sourit légèrement en retournant l'enveloppe. « Ah, mon ami, parfois les fantômes d'une affaire sont plus tenaces que les vivants. » Il brisa soigneusement le sceau et déplia l'unique feuille de papier qu'elle contenait. L'écriture était claire, mais faible, comme si elle avait été écrite par une main incertaine de sa force. Monsieur Poirot a commencé. Vous me pardonnerez d'interrompre votre paix. Je n'écris pas pour rouvrir des blessures, mais pour les guérir. La maison a été vendue, les domestiques ont été renvoyés, Clara est à l'étranger, et Madame Weil est au sanatorium de Torquay. J'ai décidé de rester quelque temps près de la mer. Sa constance me réconforte. Pourtant, je ne peux arpenter les falaises sans entendre sa voix, celle de Lady Béatrice, au milieu du vent et des vagues. Elle n'est pas partie, je crois. Ou peut-être ne le pourra-t-elle jamais. Merci de donner un sens à son silence. Eugé Poirot lut la lettre 2 fois avant de la poser sur la table. « Pauvre mademoiselle Gable, dit-il à voix basse. Vous avez raison, la maison peut être vendue, mais son âme, non, qui ne trouvera jamais preneur. » Hastings, qui servait le thé, fronça les sourcils. « Tu crois qu'il imagine le fantôme de la dame ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « L'imagination, mon ami, n'est rien d'autre qu'une conscience déguisée. » Il se renversa en arrière, le regard perdu dans ses pensées. « Je me souviens de cette maison, son silence, le brouillard qui se répandait comme un remords dans chaque couloir. C'est drôle, Hastings, comme la tragédie humaine s'accroche à un lieu.
On peut déplacer des meubles, fermer des fenêtres, repeindre les murs, mais la douleur demeure, elle est dans l'air. Hastings remuait son thé avec inquiétude. Eh bien, je ne peux pas dire que j'aimerais vivre là-bas. C'est un métier horrible, même si je ne comprends toujours pas comment tu peux avoir pitié de ce Val. Il l'a tué, après tout. Le regard de Poirot s'adoucit. Oui, mais sans comprendre ce qu'elle détruisait. La mort de Lady Béatrice n'était pas un acte isolé, mon ami. C'était le dernier chapitre d'une longue tromperie écrite par de nombreuses mains. La culpabilité du jeune homme, la peur de la mère, la honte de la tante. Chaque ligne menait à l'inévitable. Je n'ai fait que révéler ce qui était déjà écrit. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Londres s'étendait devant lui, vibrant de sons et de mouvements, si différents des falaises silencieuses du Devon. Pourtant, même là, au milieu des calèches et des cheminées, il ressentait une vague douleur du souvenir. L'image de cette bibliothèque froide persistait, les perles éparpillées, la photographie à moitié brûlée, l'ultime confession murmurée dans la lumière grise de l'aube. Derrière lui, Hastings reprit la parole d'une voix douce. « Tu te lasses parfois, Poirot, de voir tant de choses, de savoir à quel point les gens peuvent être laids. » Poirot sourit légèrement. « Ah, Hastings, mais vous me comprenez mal. Je ne vois pas la laideur. Je vois la nature humaine, le schéma qui sous-tend le désordre. Pour moi, même la tragédie est une forme d'ordre rétabli. Le cœur se trompe, l'esprit se trompe, mais la vérité attend toujours. Et quand elle survient avec une grande élégance. » Hastings rit doucement. « On trouve de l'élégance partout, même dans le meurtre. »« Non, » répondit doucement Poirot. « Vraiment. » Il retourna à la table et jeta un coup d'œil à la lettre de Mademoiselle Gable. Il y a quelque chose de touchant, n'est-ce pas, dans la façon dont les innocents cherchent toujours à comprendre. Mademoiselle Gable m'écrit non pas à propos de la culpabilité, mais de sa présence. Elle veut croire que Lady Béatrice est toujours là, que la mère ne l'a pas complètement emportée. C'est peut-être vrai, car la mère, Hastings, est le seul témoin qu'aucun tribunal ne puisse convoquer. Le commentaire restait en suspens, calme et sérieux. Cet après-midi-là, Poirot se retrouva à marcher le long des quais de la Tamise, le fleuve gonflé et sombre sous les nuages tourbillonnants. L'air sentait légèrement la pluie, et les reflets des lampadaires tremblaient sur l'eau comme des étoiles mourantes. Il s'appuya à la rambarde, observant le lent courant. La ville s'agitait autour de lui, vivante et indifférente, mais son esprit s'en détournait vers les falaises de Greystone, vers la mer déchaînée, vers le bruit des perles s'éparpillant sur un tapis. Il pensa à Clara, à son courage discret en quittant les ruines, à Mademoiselle Gable, prenant soin des fantômes du manoir avec la tendresse de quelqu'un qui a aimé trop fidèlement, et à Madame Val, brisée par le poids de sa déception. Il pensa aussi à Henry Val, attendant son procès, sa jeunesse anéantie par un acte impulsif né non de la haine, mais de la confusion. Poirot soupira doucement. « C'est la malédiction de l'humanité, » murmura-t-il, « de répéter les tragédies qu'elle oublie. » Une rafale de vent apporta la fraîcheur de la pluie, et avec elle, un murmure, un son si faible, que Poirot s'arrêta net. L'espace d'un instant, il imagina que c'était à nouveau la mer, remontant des profondeurs de sa mémoire. Il sourit intérieurement. « Non, » dit-il à voix haute, « ce n'est donc que le fleuve. Mais même les fleuves se souviennent de la mer. » Il s'est tourné vers la maison, les jours passèrent. La grisaille d'octobre laissa place au bleu acier de novembre. Poirot reprit ses habitudes tranquilles, ses promenades quotidiennes, ses petits déjeuners méticuleux, ses petites contrariétés concernant les oublis d'Hastings. Pourtant, de temps à autre, ses pensées revenaient à Greystone. Ce n'était pas le crime qui persistait, mais silence, ce silence étrange et parfait qui avait suivi chaque cri. Un matin, le courrier arriva à nouveau. Une autre enveloppe, cette fois du notaire du Devon.
À l'intérieur se trouvait une petite photographie, soigneusement restaurée à partir de l'original endommagé. Elle représentait Lady Béatrice et un Arthur Valle, plus jeune, debout au bord de la mer, le soleil se reflétant sur l'eau. Entre eux, dans l'ombre, se tenait une troisième silhouette, Lydia Harrow. Son sourire était faible, sa main posée sur le bras de Béatrice. 3 vies, liées scellées par l'affection, l'envie et le destin. Poirot garda la photographie un long moment, puis la rangea soigneusement dans un petit étui en cuir posé sur son bureau. Il referma soigneusement le couvercle, comme s'il contenait non seulement une image, mais une histoire complète. Quand Hastings entra un instant plus tard, chapeau à la main, Poirot s'apprêtait déjà à partir. « Une nouvelle affaire ?» demanda Hastings. Poirot ajusta ses menottes. « Peut-être, mais d'abord je vais retourner sur la côte. L'air y est excellent pour les neurones. Et qui sait, mon ami, peut-être entendrai-je ce dont la mer se souvient. » Hastings sourit. « Tu deviens un véritable philosophe, Poirot. »« Ah, dit Poirot en souriant, c'est juste que j'ai appris, de Greystone, que tout mystère se termine dans le silence. Mais le silence, Hastings, n'est pas l'absence de vérité. C'est simplement la vérité qui n'a plus besoin d'être dite. » Il prit sa canne, fit un signe de tête à son ami et sortit dans la pâle lumière du matin. Dehors, Londres résonnait du bruit d'un nouveau jour, mais quelque part au loin, aussi faible qu'un souvenir, Poirot crut entendre l'écho des vagues se brisant sur des falaises invisibles, un rythme doux et incessant qui lui rappelait que même les secrets les plus profonds, une fois révélés, retrouvent le chemin de la tranquillité. Et ainsi, cela s'est terminé l'affaire du silence entre 2 cris, non pas avec jugement ou triomphe, mais avec compréhension. Car dans le cœur d'Hercule Poirot, l'ordre était revenu, et le silence qui suivit fut enfin paisible.